On revient un petit peu à des choses qu'on vous a déjà présentées. Je vais vous présenter comment on vous a présenté avec Patrick Wild Wine et le Casar le vin bio. On avait beaucoup travaillé sur les aspects microbio et fermentation indigène. Et c'est vrai que ces dernières années, avec l'ISVV et l'IFV, on a commencé à orienter les travaux microbiologiques beaucoup sur la partie vin sans SO2 et gestion des vins sans SO2. Donc il y a une continuité, on utilise les outils qu'on a commencé à utiliser ici tout le long pour monter de nouveaux projets qui répondent aux interrogations des vignerons. Comme je vous l'ai dit, il y a une forte demande des vignerons à vinifier et à faire des vins sans SO2, donc on essaye de répondre à leurs attentes en montant des projets qui répondent à leurs questions. Je remercie ici les financeurs de ces projets, la région Nouvelle-Aquitaine, le CIVB et la Société Lallemand et Biolafort, et puis surtout tous les vignerons, entre guillemets, qui ont participé à ces expérimentations, qui ont donné beaucoup de leur temps et de la vendange, entre guillemets, pour réussir à mettre en place ces programmes-là. Donc je vais revenir spécifiquement sur ces programmes basés sur toutes les notions de bioprotection et de réalisation de vins sans SO2. La bioprotection, vous commencez tous à en avoir entendu parler, c'est l'utilisation de micro-organismes pour occuper le milieu et pour essayer de remplacer le SO2. Les grandes pistes qui se développent sont autour de levures non Saccharomyces et d'essayer de comprendre comment elles interagissent, à quoi elles servent et comment elles peuvent gérer entre guillemets les bactéries et les levures qui sont autour d'elles. Du coup, les questions qui se sont posées autour de l'utilisation de ces préparations et de différents outils, c'est comment se passe du coup la gestion des fermentations ? Est-ce qu'on peut arriver à maîtriser les phénomènes d'oxydation, les déviations microbiennes? Est-ce qu'on garde la typicité du vin? Donc les questions sur lesquelles aussi Jean-Christophe est en train de travailler. Et puis l'aptitude au vieillissement. Donc on va commencer à répondre à ces questions-là. L'idée, c'est que le premier projet bioprotection, on l'avait lancé en 2016, il me semble. C'était le tout début. On avait commencé à lancer un premier projet pilote avec l'ISVV à l'époque pour voir un petit peu sur le terrain comment ça se passait en utilisant ces outils. Donc c'était un premier projet où on a testé pas mal de choses en fermentation contrôlée sur le terrain et avec des essais labo à l'ISVV. Et on a étendu le projet, entre guillemets. Avec les conclusions, je vais vous présenter quelques résultats d'essais de ces travaux-là. Et on a étendu ce projet-là à Respect, à vin de Bordeaux sans SO2. On allait voir la région et le CIVB pour leur dire on a des choses intéressantes qui sont sorties sous bioprotection. On a encore des pistes à chercher. On a avancé un petit peu plus loin. On a aussi du développement de nouveaux outils dans Respect qui va être développé. Peut-être que Sarah vous présentera un peu plus le détail, mais on a aussi besoin d'outils qui nous permettent de mieux analyser et de pouvoir derrière comprendre les mécanismes et comment ça fonctionne. Donc moi, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est cette partie-là, et mes collègues vont vous présenter la suite derrière. Emmanuel et Sarah vont vous présenter la suite, le développement d'un Respect. Très rapidement, pour vous montrer, on a fait beaucoup d'essais avec beaucoup de modalités différentes. Ici, vous avez la partie bioprotection que je vais vous présenter. Vous avez ici Respect, les parties essais terrain. On a aussi tous les essais qui ont été faits à l'IFV derrière et quelques essais à l'ISVV. Et pour faire très rapidement ce que je voulais vous montrer sur ce graphique-là, c'est qu'on a testé, on a des modalités sans SO2, des modalités avec SO2, des différents types de bioprotection et des différents types de souches. On a testé pas mal de paramètres différents pour voir les comportements et qu'est-ce qu'on obtenait derrière. Donc bioprotection si on rentre dans le détail, un essai en microvinif à l'ISVV sur des blancs, et puis des essais en propriété sur des rouges et des blancs. Alors des essais avec pas mal de modalités ici sur les rouges en microvinif et en blanc, et après derrière des essais plus en gros volume qui nous permettent un petit peu de valider ce qu'on a fait ici juste avant. Donc on a testé à peu près la même chose dans toutes les exploitations, du sulfitage, à 3 grammes pour les rouges et à 5 pour les blancs par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, et puis des types de bioprotection, un témoin avec aucun ajout, et puis on a voulu tester aussi une modalité avec un ensemencement précoce, on va dire en LSA. Toutes les modalités en suivant étaient levurées pour pas avoir le biais, comme on disait tout à l'heure, de la fermentation indigène. On fait morceau par morceau, parce que plus on rajoute de biais, moins on arrive à conclure, entre guillemets, sur les programmes. Donc là, l'idée, on testait différentes modalités au début de bioprotection, et derrière, un ensemencement commun à toutes les modalités pour pas avoir le biais de la fermentation.
Je vous présente les résultats assez rapidement. Vous avez l'ensemble du projet et des résultats qui sont disponibles sur notre stand de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine et puis sur notre site internet où on présente l'ensemble des résultats de ce projet-là. N'hésitez pas à aller consulter ces documents. Sur la partie fermentation, ce qu'on voit, c'est que globalement, dans toutes les propriétés, tout s'est bien passé. On n'a pas eu de différence de fermentation entre les différents châteaux. Et sur tout ce qui est paramètres chimiques en ferme de fermentation, on a des choses très proches. Donc pas de grandes variations en fonction des mobilités. Juste ici, on a une modalité qui a un petit peu décroché au départ. On a une explication par rapport à ça, c'est que dans le mélange de bioprotection au départ avec la non-Saccharomyces, il y avait également une Saccharomyces et on a mis une Saccharomyces différente après pendant la fermentation. Ça a créé des compétitions, on va dire, et ce qui a fait qu'il y a eu un petit problème, on va dire, d'implantation sur cette touche-là. Là où je voudrais revenir, et c'est ce qui nous intéresse en fait, c'est qu'il y a eu pas mal d'analyses génétiques. Alors Sarah rentrera plus dans le détail sur ces questions-là. Moi je vais aller assez vite, mais ce qu'on essaye de regarder, ce que je vais vous montrer, c'est on essaie de voir comment est occupé l'espace microbiologique de début de fermentation, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Finalement, c'est une des clés de la maîtrise qu'on veut essayer d'avoir. En pleine fermentation, on n'a plus que Saccharomyces quasiment qui fait la fermentation, si on a bien maîtrisé. Donc, ce n'est pas ce stade-là qui va nous importer le plus, c'est le début de fermentation. Où vous allez avoir tout un tas de non-Saccharomyces, certaines avec un intérêt, certaines qui nous intéressent beaucoup moins, par exemple l'Enseniaspora, on s'en passerait largement entre guillemets, et une des idées, des outils qu'on veut développer, le SO2 permet en partie de le gérer, on le voit, la modalité avec SO2, c'est celle-là, mais on est à T0 ici, donc c'est des levures qui nous intéressent un peu moins, donc on voit bien ici la modalité avec la bioprotection, la Menschnikovia c'est très bien imposé, on va dire, et puis on n'a pas trop d'Enseniaspora. La modalité avec zéro sulfite, ici on a quand même une diversité de non-sacs qui est assez importante. Sur la partie soufre, Enseniaspora sur cette modalité-là, mais on a eu d'autres modalités testées, mais sur cette modalité-là, elle ressort quand même de façon assez importante. Et la LSA s'implante plutôt bien, mais elle ne gère pas forcément complètement Enseniaspora. Après 2 jours de fermentation, par contre, on voit que c'est beaucoup plus intéressant. Il y a une bonne implantation, on va dire, ici des Saccharomyces qui est en train de se faire. On retrouve Menschnikovia qui est toujours présente. Et on a un démarrage beaucoup plus rapide et beaucoup plus précoce de la modalité avec la Saccharomyces qui paraît totalement logique, elle s'est implantée dans le milieu. Avant de venir sur cette diapo, je voudrais un petit peu revenir sur ces notions-là. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les interactions entre les différents outils et comment les populations s'interagissent entre elles. Il y a aussi la partie bactérique, je ne vous ai pas présenté ici, mais sur les résultats bioprotection, on n'avait pas de grosses différences. On a plus de résultats sur la suite, sur Respect, que Sarah vous présentera. C'est vrai qu'il n'y avait pas de grande différence sur ces modalités-là. Une des choses qui ressortent, et je commence à anticiper un petit peu des conclusions, mais c'est toujours la même chose, et je le répète assez souvent, c'est à quoi servent les outils et pourquoi on se sert des outils. On va voir, entre guillemets, l'utilisation des non-sacs. On a une bonne occupation de l'espace ici. Ce qu'il faut voir, c'est quel est l'objectif produit et qu'est-ce qu'on veut faire. La modalité avec la LSA se comporte très bien, va très vite et ça va dépendre du profil de produit qu'on va vouloir faire. Est-ce qu'on fait des préfermentaires ou pas derrière? Et donc on va voir que cet impact-là il est important. Des petits résultats très rapides qui sont sortis de ce projet-là sur la partie oxydation sur les blancs, où on voyait un effet quand même assez marqué de l'oxydation sur l'ensemble des modalités, sauf la modalité soufrée. Même chose, on va voir, pour l'instant, on a encore du mal à tirer des conclusions sur la suite, mais on a quand même des variations sur ces résultats. On va dire, on a des choses un peu différentes sur ce qu'on a fait par la suite. Là, c'était très marqué, l'effet, on va dire, sur les marqueurs d'oxydation, que ce soit le glutathion ou sur les précurseurs aromatiques. Je ne sais plus si c'est la diapo suivante, voilà ici. Où la modalité sulfitée entre guillemets ressortait avec un profil sauvignonné plus important. C'est un peu plus... Pour l'instant, on est encore en train de trier les résultats suivants parce qu'on a des variations sur ces questions-là. Sur les dégustations, par contre, par des jurys professionnels et par des jurys amateurs, on a les deux. On n'a pas de grandes variations entre les différentes modalités. C'est ça qui est assez intéressant. On voit un effet dans cet essai-là sur la partie chimique, on va dire, sur les résultats qu'on a, mais par contre sur la partie dégustation, il ne ressort pas forcément beaucoup de variations et beaucoup de différences. On a des profils aromatiques, et notamment sur la partie rouge, sur l'utilisation de bioprotection, on a des profils aromatiques différents.
mais c'est pas forcément classé mieux ou moins bien que la modalité avec SO2 ou la modalité avec rien. En fait, c'est ça qui ressort un peu de toutes ces dégustations. Pour conclure, grosso modo, ça c'était un premier projet qui nous a permis de lancer la machine, où il y a eu quelques conclusions tirées, mais on a besoin d'avoir plusieurs années de recul quand même pour pouvoir compiler des données et pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Les notions quand même qui sont ressorties de cette première partie, c'est qu'on a rentré quand même de la vendange saine, propre, avec des gens qui travaillent bien. Et entre guillemets, du coup, derrière, les modalités, on n'a pas vu énormément de différence, parce que quand on travaille dans des bonnes conditions et qu'on maîtrise bien, finalement, on arrive à faire des bonnes choses. Donc l'idée qu'il y a derrière, c'est aussi pour ça qu'on a lancé Respect, c'est si on pousse un peu plus la vendange, si on a des choses un peu plus, on va dire, soit plus mûres, c'est ce qu'on a fait en partie de Respect avec des maturités différentes, quel va être l'impact. Ce qui est ressorti aussi de ce projet-là, c'est que pour de la fermentation classique, où on ne fait pas de préfermentaire, où on lance rapidement des fermentations, on veut une fermentation classique, l'outil LSA, entre guillemets, semble bien fonctionner. On lance une fermentation rapidement, elle se fait bien, elle se fait propre. Ça ne semble pas se poser problème. Commence à se poser la question, justement, sur des gens qui vont vouloir faire des préfermentaires, alors des vrais préfermentaires, comme on disait, pas des préfermentaires où on ne maîtrise pas la température, mais quand on veut commencer à vouloir faire un peu de préfermentaire, utiliser du froid, et qu'on est dans des conditions un peu plus, on va dire, compliquées en début de fermentation, c'est là où éventuellement ces outils vont être intéressants, notamment sur la partie blanc, où il y a pas mal de gens qui vont faire des stabus et des préfermentaires à froid. En rouge, se pose un peu moins la question, mais en blanc, ça se pose vraiment, parce que ça se pratique énormément. Et c'est là où on a besoin de réponses. On pourrait voir un intérêt, entre guillemets, dans la bioprotection, dans la notion d'occupation de l'espace à ces plus faibles températures, où elles sont peut-être plus adaptées. C'est la question qui se passe. Et surtout, elle ne déclenche pas la fermentation rapidement, parce que quand on veut faire une stabulation à froid sur les blancs, ce qu'on voudrait éviter, si on veut pouvoir faire son débourbage, c'est qu'il y ait une fermentation qui se lance. Donc l'idée qu'il y a derrière, c'est d'utiliser des outils qui remplaceraient le SO2, mais qui nous permettraient de continuer à pouvoir faire ces stabulations à froid. Donc c'est toute l'idée des projets qu'on a développés derrière, entre guillemets. Et puis, chose qui n'a pas été étudiée ici et qui a été mise dans Respect, c'est toute la partie justement élevage et comment on gère ces vins jusqu'au bout, parce qu'on se rend compte que finalement on arrive à plutôt bonne maîtrise si on est raisonnable sur les process de vinification qu'on a sur les vins, sur toute la partie vinification et jusqu'à la partie malolactique, et qu'en général la grande étape où il y a plus de difficultés et il y a moins de maîtrise, c'est la partie élevage, on va dire conservation, et la partie mise en bouteille où finalement l'oxydation elle peut arriver très rapidement, et où finalement on a peut-être un peu moins de technicité sur comment maîtriser cette partie-là pour l'instant. Et c'est d'où toute l'idée des projets qu'on a développés par la suite. Je vous remercie de votre attention.